Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre dans le cadre de la culture sociétale l'étude d'un sujet original qui est l'histoire maritime de la France. Je l'ai restreint à une période plus récente que l'Antiquité. Voilà, donc nous allons avoir le plan suivant, les généralités, les prémices, une ambition certaine mais compromise. Alors, les généralités. D'abord, rares sont les souverains français intéressés par le fait maritime. L'ambition est plutôt continentale, avec la menace aux frontières, notamment des Habsbourg. Voici la France, entourée par le Saint-Empire romain germanique, y compris l'Espagne. J'en profite pour dire que Otto von Habsbourg, Lorraine, Lothringen, est décédé en 2007. Il a été enterré à Vienne, dans la crypte réservée aux empereurs Habsbourg. C'était le fils du dernier empereur d'Autriche et de l'impératrice Zita et le petit-fils d'une personne bien connue, Sissi impératrice. Il parlait français, il avait fait une thèse en droit des successions rurales à Paris. C'était un grand monsieur. Nous allons voir donc maintenant les débuts. Les débuts, c'est Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Il traverse la Manche, à la tête d'une armada, pour conquérir l'Angleterre. Il y parvient, lui, après la bataille d'Hastings en 1066. Peu de personnages réussiront cette prouesse. Juste après, il y a un roi qui y parviendra, mais sinon Napoléon n'a pas réussi et Hitler non plus. Donc voici le blason de Guillaume, les deux lions rugissants, et le blason actuel de l'Angleterre qui est très proche. Voici la tombe de Guillaume le Conquérant qui est en France, à Caen. Il était duc de Normandie, je le répète. Et voici des fresques qui présentent Guillaume le Conquérant avec son épée. Et rappelons que sa femme, la duchesse, oui, avait composé avec son personnel la tapisserie dite de Bayeux, qui est très longue et qui raconte la conquête de l'Angleterre, car c'était un événement extraordinaire. Les mots ne peuvent pas retranscrire cette réalité. Imaginez des flottes de bateaux, des milliers de chevaux et de gens avec la nourriture, les vêtements, tout. Enfin, ça ne peut pas s'imaginer. Après lui, Philippe Auguste a réussi à débarquer en Angleterre en 1216 avec 1200 chevaliers. Imaginez aussi le 1000 chevaux. Vous vous rendez compte? Et 1000 hommes, en s'installant à Londres. Il a réussi à s'installer à Londres. L'année suivante, une deuxième expédition n'a pas marché. Bon. Mais c'est Philippe Auguste, un très grand roi. Car l'œuvre de grand principe du grand roi est continentale. En rouge, les possessions anglaises, par exemple, voilà. Et voilà, à la fin du règne de Philippe Auguste, toutes les possessions contrôlées par les Français. Il ne reste plus aux Anglais que l'Aquitaine, et le Béarn, la Bigorre, etc. Par là, jusqu'aux portes de l'Ariège. Le roi Saint-Louis, illustre roi, bien connu, très saint, donc, fonde Aigues-Mortes pour les croisades. Aigues-Mortes existe toujours. Voici le village, fondé par Saint-Louis, avec sa statue en place centrale. La fleur de lys qu'il y a là, j'en profite pour dire que la monarchie a adopté la fleur de lys, mais il s'agit de la fleur de l'iris des marais, de couleur jaune d'ailleurs. Voilà. Philippe le Bel maintenant. Philippe le Bel, il faut attendre Philippe le Bel pour avoir une ambition maritime. On ne loue plus des navires, voilà le fait marquant, mais on en construit.
C'est la naissance des chantiers navals et de l'arsenal de Rouen, au clos dit des galets. La galée est un type de bateau. Donc c'est Philippe le Bel qui s'est mis à développer les chantiers navals. Jusqu'au début du XIVe siècle, les rois de France ne possèdent pas de marine nationale, se contentant de louer aux villes hanséatiques, à Gênes ou à la Norvège, les bateaux dont ils ont besoin. Les villes hanséatiques, c'est la Hanse. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai traitée sur la Sibérie, qui comprend deux parties, géographie, histoire. Et dans la première vidéo consacrée à l'histoire, je parle de la Ligue hanséatique, c'est-à-dire de ces villes qui étaient au nord de l'Allemagne et puis surtout au nord de la Russie, jusqu'à l'Oural pratiquement, qui faisaient le commerce donc jusqu'à l'Oural, notamment de la Zibeline, à destination de l'Allemagne et de Londres aussi, et qui était au début une véritable république qui élisait un maire. Ensuite, c'est passé un peu sous le contrôle de ceux qui, parmi les commerçants, étaient devenus les plus riches et donc aristocrates. Voilà. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez l'histoire de la Ligue hanséatique. C'est très intéressant et c'est très joli. Il en subsiste en Norvège, d'ailleurs, toujours dans le nord. C'est des villes, c'est une organisation du nord, voilà. Et en Norvège, tout un quai bordé de maisons colorées. Là, de cette dépendance, Philippe le Bel lance les prémices d'une flotte nationale, développée sous la houlette de constructeurs génois. Voilà, c'est Philippe le Bel, la flotte nationale. La rive gauche de Rouen, avec la mer par la Seine, sa proximité des forêts et la concentration d'ouvriers et de mariniers, est un centre, sont des raisons suffisantes pour constituer donc à Rouen cet arsenal marin. Il y a des documents, bien sûr, sur l'histoire. Les spécialistes étrangers, notamment espagnols, sont recrutés. Le 17 août 1304, la victoire de Tjerkierzee permet de libérer cette ville des Pays-Bas de l'emprise des Flamands. Voilà cette ville. On voit un vestige de porte là. Château fort, pratiquement. Ici, un pont pour accéder à la ville elle-même, avec une église. Il y a des ponts. Voilà. C'est joli, bien sûr. Donc on a fait appel aux Espagnols. L'ancien empire romain germanique n'est pas loin. En 1340, la première flotte du royaume de France est envoyée par le fond à la bataille de l'Écluse par l'Angleterre. Pas de chance. Par le fond. La première grande bataille, c'est la première grande bataille de la guerre de 100 ans. Les Anglais nous ont battus. Voir, par exemple, ce livre, La bataille navale de l'Écluse. Note, 45 ans plus tard, sur les mêmes lieux, en 1385, l'amiral français Jean de Vienne remporte une victoire sur les Anglais. Puis se lance à la conquête de l'Angleterre avec l'aide écossaise. Eh bien, je vais oublier ça. Voilà. Ça fait depuis Philippe Auguste 3 rois qui se sont assis à Londres, en quelque sorte. Comme quoi on peut perdre, mais 40 ans après, les fils reprennent le flambeau. Charles le Sage. Alors, Charles le Sage, c'est Charles V. Voici toujours sur fond de fleurs de lys,
le sacre, par exemple, ici, la vie des gens, bon, etc. Voici une statue qui reconstitue en tout cas le visage de Charles le Sage. Voici le roi assis sur son trône en quelque sorte, enfin une chaise qui remet une épée, un personnage qui a un aigle à deux têtes. Charles V faisant, ah ben c'est du Guesclin, connétable de France, du Guesclin. Il y a un film sur du Guesclin aussi, du Guesclin, très beau. Voilà le sceptre de Charles V avec le sceptre lui-même et les saintes huiles. Ça a été adjugé à Nantes à 420 € en 2019. C'est la monnaie de Charles V. Charles V. Charles V est conscient qu'une marine est nécessaire pour couper les lignes de ravitaillement anglais. Il reconstitue, parce que la flotte avait été coulée, il reconstitue une flotte qui en 1377 compte 120 navires, mais ses efforts ne sont malheureusement pas poursuivis par ses successeurs. C'est la continuité qui assure le succès. A raison celui qui dure, dit un vieux proverbe. En 1365, les marchands de Dieppe et de Rouen cherchent de l'ivoire sur les côtes africaines. Et le commerce, la guerre et le commerce. Voilà donc une ville, Dieppe, donc, oui, ville de Dieppe, la mer, etc. Et voilà la cathédrale de Rouen peinte par Claude Monet. Il s'était installé en face et avec plusieurs tableaux qui peignaient en fonction des heures de la journée pour capter la lumière. Jean de Bettencourt et Gadifère de la Salle. Je ne sais pas si c'est la même famille, mais bien plus tard, lors de la conquête des États-Unis, de l'Amérique du Nord, celui qui a découvert le golfe du Mississippi, c'est Cavelier de la Salle. C'est peut-être la même famille. En 1402, on a retrouvé son bateau envasé il y a à peine 3, 4 ans, 5 ans. Voilà. Et les Américains ont fait une salle à proximité où ils exposent ce bateau qu'ils ont précieusement sorti des vases et ils reconstituent l'histoire de Cavelier de la Salle. Là, c'est Gadifère de la Salle. En 1402, tente une colonisation des Canaries. Voilà les Canaries. Voilà des personnages, Jean de Bettencourt, Gadifère de la Salle, et Henri III de Castille, un roi d'Espagne. Il y a des livres, hein, voilà, sur ces personnages, des livres d'histoire aussi. Là, c'est les Canaries, bon. François Ier, c'est le fondateur du port du Havre, le Havre. François Ier. Il se déplace lui-même sur les lieux et donne à la ville le privilège de porter son emblème, la salamandre. La salamandre se trouve dans les châteaux de la Loire, en Boise notamment. Voici les armoiries actuelles du Havre, avec la salamandre, les fleurs de lys, la couronne royale peut-être. Voilà. Voici un timbre connu des philatélistes avec François Ier, le tableau représentatif de François Ier, et pour ailleurs, pour la première fois, le roi de France s'intéresse à l'Amérique du Nord. Eh bien, François Ier, c'était pas n'importe qui. Non seulement il était roi,
il a bâti un très grand port et il s'intéressait à l'Amérique du Nord. Voilà une vue de l'Amérique du Nord, je pense. Voilà. Quelque part. François Ier doit tenir compte du partage du monde nouveau opéré par les Espagnols et les Portugais, lesquels s'étaient attribués la part du lion, évidemment. Le traité de Tordesillas, je crois. François Ier s'acharne donc à renégocier le système de bulle pontificale au profit de l'Espagne et du Portugal. Comme quoi, il y a toujours eu, quand on parle aujourd'hui du nouvel ordre mondial, c'est pas nouveau là. Hein. Voilà. Alors, bulle inter, que ça a été rare au profit de l'Espagne, bulle aeternis pour l'éternité, régis au profit du Portugal. Le traité de Tordesillas, voilà, modifia un peu ce partage-là, c'est-à-dire, voilà, il fallait modifier ça. Le pape accède à la demande de François Ier en reconnaissant que les terres non encore occupées par les Espagnols et les Portugais peuvent l'être par d'autres monarques chrétiens. Bref, c'est le jugement de Salomon, ça. Il confirme l'Espagne et le Portugal dans leur partage, et tout ce qui n'a pas encore été conquis peut l'être par d'autres. Voilà. Possession espagnole, ouest de la ligne, possession portugaise, est de la ligne. Eh bien, voilà un partage clair. Et voilà un traité. Le traité de Tordesillas, sans doute. Donc François Ier a demandé à accéder à la domination mondiale à côté de l'Espagne et du Portugal. Une parenthèse, pour les enfants, on oublie de mentionner un mot sur l'aspect océanique. Voilà pour les enfants à l'école primaire ou secondaire, plutôt primaire. Voilà. Voilà. Le roi fait des chevaliers, etc. Le roi bâtisseur, Chenonceau, là. Voilà. Et c'est François Ier qui est l'objet de cette fiche. On oublie de mentionner, en effet, l'aspect océanique. On parle que de la France, là. Voilà. On quittera le roi, François Ier, enfin cette célèbre phrase, parce qu'il est allé guerroyer en Italie, et à la bataille de Marignan, 1515, comme tout le monde sait, parce que c'est une date facile à retenir. Il a écrit à la reine, « Tout est perdu, madame, fort l'honneur. L'honneur n'a pas été perdu. » Ouais, pas de chance. C'était le dernier roi chevalier. Tout est perdu. Ouais. C'est pas le premier à perdre une guerre, quand même. Jacques Cartier. Eh bien, avec Jacques Cartier, nous reprendrons cette vidéo. C'est passionnant, je suis passé, je croyais qu'il y avait Jacques Cartier juste après, mais je me suis arrangé pour faire des vidéos de 20 minutes. Nous sommes à bientôt 19 minutes, donc c'est bon, c'est parfait. Donc, eh ben, nous allons nous embarquer avec Jacques Cartier vers les Amériques, ce nouveau continent. Qu'y a-t-il au bout? Quelle est l'aventure de Cartier et de tous ses successeurs encore? On va voir ça dans la vidéo numéro 2. Et de nos jours, comme pour François Ier et le traité de Tordesillas, l'histoire se répète, avec notamment les nodules polymétalliques, avec l'Inde qui se dote d'une marine pour défendre sa zone économique exclusive. Les océans sont toujours l'objet de revendications. L'histoire permet d'éclairer encore mieux cette évolution d'aujourd'hui. Bien, je vous dis au revoir et nous allons monter sur le bateau de Jacques Cartier pour voir un peu plus loin encore. Au revoir à toutes et à tous.